Les 8h30, très exactement sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Merci à vous de nous rejoindre si vous arrivez actuellement et merci à vous qui êtes restés en ligne, en direct avec nous depuis 6h00 du matin. Et vous le savez, comme d'habitude, à 8h30 arrive le moment où nous devons développer la thématique principale de ce jour. Et Vanessa vous l'a dit, dès l'entame, on va parler de la fin de la géopolitique sous l'aspect interrogatif. On se pose la question, est-ce vraiment la fin de la géopolitique? On resitue le contexte. Le chef de l'État, alors de cette adresse à la nation le 16 août dernier, à la veille donc, de la fête de l'indépendance, comme vous le savez, comme habituellement, les chefs de l'État en terre gabonaise le font. Dans ce message, il y a eu une phrase qui est retenue par tout le monde, celle concernant la fin de la géopolitique au profit de la compétence désormais. On va s'interroger là-dessus. Et qui d'autre que lui, que ce monsieur arrivé sur le plateau pour nous parler de cette question et de discuter avec nous, de nous éclairer. Il est avec nous. Bienvenue sur le plateau, monsieur Arnaud Lilian Billy, politologue et aussi consultant pour Gabon 24. Bonjour. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous, Arnaud Lilian? Ça va très bien. Un week-end chargé jusqu'à lundi? Chargé jusqu'à lundi parce qu'il fallait intervenir un peu partout et puis il fallait assister à la belle inauguration de Gabon 24. Alors, avant que d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir quand même sur la définition de géopolitique pour nos téléspectateurs? À quoi cela renvoie exactement? D'abord, vous avez une définition qui est malheureusement trivialement mal perçue. Parce qu'en réalité, on ne fait pas de la géopolitique sur son propre territoire. On parle de géopolitikos. En réalité, c'est la politique au vu de l'extérieur. Donc, l'expression a été utilisée politiquement chez nous, au Gabon, pour des questions régionales, etc. etc. Non, en réalité, le côté provincial, autant pour moi. Mais l'appréciation, la compréhension réelle, c'est l'ethnopolitique, qui fait mal à entendre, qui est difficile à entendre, mais c'est ça réellement la définition. C'est-à-dire aujourd'hui, Oligui Nguema a décidé de mettre fin à l'ethnopolitique ou à la provincialisation politique. Très bien. Et pour le chef de l'État, d'ailleurs, cette ethnopolitique dont vous parlez, elle a favorisé beaucoup, surtout l'installation d'un certain système. Et pour le chef de l'État, cette ethnopolitique n'a pas porté les fruits escomptés après plusieurs décennies. Est-ce que vous êtes du même avis? Si oui, pourquoi? Oui, ça ne pouvait pas porter parce qu'il faut lire l'histoire, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé à l'ethnopolitique. On sort des indépendances. Léon Bamiko constate aussi effectivement qu'il y avait eu des tensions ethniques. Il décide de mettre fin aux tensions ethniques après 1962. Il décide d'avoir une administration républicaine et non ethnique. Ou il décide de mettre un ministre, par exemple, je dis n'importe quoi, un ministre du Haut-Ogoué, le directeur de cabinet, il ordonne qu'il soit issu d'une autre province, le chef de cabinet, il ordonne qu'il soit issu d'une autre province, de telle sorte que l'administration reflète le caractère républicain pour que ça évite que nous nous retrouvons, nous tous, dans la même administration, de la même province, à parler une langue locale et le travail n'avançait pas. Donc il avait mis un terme à cela. Ça avait déjà marché. Omar Bongo, en prenant le pouvoir, continue dans cet élan, mais en responsabilisant certaines fonctions. Lui, il voit autrement. Il s'est dit, nous allons aller dans une administration ethnocentrique. C'est-à-dire, nous allons redonner certains portefeuilles à certaines administrations, quitte à elles de gérer ça au fur et à mesure. Mais pour lui, c'était une époque là où il fallait faire plaisir à tout le monde pour que tous les Gabonais se sentent intégrés et concernés. La chose ayant prise, et à un moment donné, ayant pris le mauvais côté, quand on arrive au multipartisme, se sentant menacés, certaines personnes ont sifflé à l'oreille du président qu'il fallait mettre un accent sur l'ethnopolitique, c'est-à-dire qu'il fallait regarder de plus en plus vers certaines provinces pour pouvoir asseoir sa notoriété, son pouvoir. Et à partir de ce moment, on ne s'est plus occupé de la res publica, de la chose publique, on s'est occupé de la politica, c'est-à-dire même du côté politikon, c'est-à-dire aujourd'hui de rien que de la politique. Et en faisant politique politicienne. Voilà, une fois qu'on s'est occupé rien que de la politique politicienne, cela a mené des ancrages notamment dans ce qu'on appelle l'ethnopolitique et la provincialisation des fonctions. Et cette provincialisation des fonctions, jusqu'à ce jour, n'a produit rien de bon, rien de concret, si ce n'est qu'au contraire, attiser les divisions, la jalousie et la haine, parfois la haine intra-ethnique et intra-provinciale, qui est une concurrence malsaine pour la République gabonaise. C'est aujourd'hui, et au fort de cette expérience malheureuse ou heureuse, que le président de la République a décidé de changer. On l'a vu, le changement avait essayé de bouger du côté avec l'ancien président Ali Bongo Ndima qui avait cassé les côtes en mettant des premiers ministres qui ne sont pas forcément issus de la province de l'Estuaire. Ceci a valu une certaine pression politique, mais il a tenu fort à ce moment. Donc, il a lancé quand même quelque chose et Oligui Nguema a compris que la réalité de la démocratie en elle-même, de la souveraineté aussi,
mais aussi de l'idéal de vivre ensemble commence par une non-provincialisation des fonctions, mais avec une nationalisation des fonctions, ne plus regarder à l'ethnie, regarder au talent, regarder à la performance. Arnaud Lilian, ce que vous êtes en train de dire, et il faut qu'on soit précis et clair là-dessus, c'est-à-dire que l'ethnopolitique n'a pas été une mauvaise chose au départ, puisqu'il s'agissait en fait de faire en sorte qu'il y ait une pluralité ou alors une disparité quand même des responsabilités par rapport aux ethnies pour ne pas avoir dans les mêmes bureaux, comme vous l'avez dit, je vais le dire simplement, des Pounou qui ne parlent que Pounou, et puis l'administration n'avance plus, c'est maintenant une administration de Pounou. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'est... Ça a servi politiquement. Enfin, à l'origine, l'ethnopolitique est vue de manière administrative, pas politique. C'est vu de manière administrative, c'est-à-dire on avait des ethnies à une époque qui n'étaient pas très représentatives dans la scène administrative. Elles étaient encore, au vu de l'état du pays, il faut voir qu'il y avait des ethnies qui ne sortaient pas forcément de leur interland, de l'endroit où ils se retrouvaient, et la pluralité, donc d'autres, forcément l'administration les intéressait moins, ils étaient beaucoup plus ancrés dans cette tradition, la culture et tout ce qui va avec. Donc, il fallait que tout le monde se représente, il fallait que tout le monde soit représenté dans l'administration gabonaise. On met en place, ou il met en place ce système-là pour dire tout le monde doit être représenté. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, il y avait des communautés, même parfois, on ne les retrouvait pas. Mais quand on arrivait à trouver une élite de cette communauté, on arrivait à caser cette personne-là, soit chef de service, soit directeur quelque part, juste pour que les siens se disent « Ah, en fait, on a l'un des nôtres là-bas ». C'était d'abord administratif. Et quand on arrive vers le multipartisme, c'est-à-dire vers la fin du monopartisme, c'est là où on a la sensation du danger de perdre sa fonction, c'est-à-dire où la présidentielle peut être menacée. Cette sensation de ethnocentrisme, de ethnopolitique qui était utilisée de manière administrative s'est convertie en manière politique. On a décidé d'appeler les siens à voter pour celui qui appartient à son groupe ethnique. Et cela a amené le pays dans cet état où, au lieu que le pays avance, les hommes ont avancé, le pays, lui, il est resté derrière. Très bien. Et donc, c'est une occasion d'interpeller les uns et les autres à l'approche des législatives et des locales. Il ne faut pas voter en fonction de l'ethnie, mais plutôt en fonction des compétences, comme le chef d'État l'a dit. Mais il faut savoir que l'élection présidentielle est très différente des élections législatives et locales. C'est vraiment très, très différent. Et l'approche même par campagne est très différente. Quand on met une stratégie de communication, une stratégie de campagne, elle est vraiment différente. Pour ce qui est législative, bon, vous savez que généralement, ce n'est pas le parti politique qu'on vote quand on va aux législatives. C'est la personne qu'on présente devant nous qui est votée. Et souvent, cette personne-là, c'est celle qui fait le plus souvent des allers-retours au village. Et la personne la plus crédible auprès d'elle, c'est le suppléant souvent qu'on prend, qui a une certaine popularité dans la région dans laquelle on a déposé sa candidature. Donc, souvent, on ne regarde pas à l'ethnie. On ne regarde pas parfois au clan. Certaines régions regardent au clan, jusqu'au clan. Mais on regarde à la dynamique de la personne, est-ce qu'elle est présente? Très bien. Et souvent à la question qu'on répond, tu es qui? Parce que chez nous, culturellement, c'est important. Tu es qui? C'est de savoir parler la langue, c'est de savoir être présent, c'est avoir été à l'écoute des populations, ne jamais les tourner le dos et ne pas venir uniquement parce qu'on a un pouvoir politique aujourd'hui, parce qu'on a un pouvoir administratif aujourd'hui, qu'on dit parce que j'ai un pouvoir administratif, il me faut nécessairement un pouvoir politique. C'est souvent là où les débats commencent. Les frustrations qu'il y a eu hier, c'est parce que justement, il n'y avait pas ce regard. On prenait parfois des personnes qui avaient un pouvoir administratif et on leur conférait un pouvoir politique. Et cela a souvent détruit l'appareil politique et administratif. Aujourd'hui, il est question de voir autrement. Et quand on parle aujourd'hui des élections locales, parce que c'est beaucoup plus important aujourd'hui pour moi, les élections locales que législatives, parce que local, on va vers la décentralisation. Donc il faut des personnes bien formées et des personnes outillées, susceptibles et capables de tenir cette, je veux dire, la mairie et tout ce qui va avec. Mais c'est rapide aujourd'hui de demander à certains Gabonais de voter en fonction de cette capacité. Parce qu'il y a eu une habitude, de vote. Cette habitude de vote aujourd'hui sera là. Et elle va encore se manifester sur ce vote-là. On va prendre celui qui est... pratiquement certain. Voilà, exact. Donc, et malheureusement, la population élective d'élite ou intellectuelle dite réfléchie n'est pas celle qui est majoritaire. Celle qui est majoritaire, c'est celle qui vit au village, celle donc on compte sur la personne qui nous envoie de temps en temps de quoi payer nos médicaments. C'est cette personne-là qu'on va élire. Et malheureusement, c'est un fait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes super directeur général que vous croyez qu'en allant faire la campagne au niveau des législatives, vous allez gagner. Non, c'est celui qui est présent. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait une liste, il faut savoir utiliser la liste en mettant des personnes susceptibles de pouvoir gérer et d'autres susceptibles de pouvoir faire gagner. De telle heure que dès lors que vous avez gagné,
vous savez les personnes que vous pouvez positionner pour gérer votre administration locale. Vous êtes en train de nous faire maintenant un cours. On se rappelle justement de cet échange qu'on avait eu sur la communication autour des élections et comment faire son équipe de campagne justement. Et si on revient à cette provincialisation des fonctions, il y a une déclaration du chef de l'État et puis tout de suite il y a des réactions partout. Sur les réseaux sociaux au Gabon, on s'est dit non, ça ne va pas être possible. Il le dit. Mais on se connaît. Lui a utilisé l'expression géopolitique, mais on a essayé de recadrer en disant que c'était beaucoup plus de l'ethnopolitique qui a conduit à une provincialisation des fonctions. Est-ce que ça va être possible, Arnaud Lilian Billy, de mettre un terme à cela? Est-ce que la compétence arrive facilement comme ça à être repérée pour être mise en responsabilité? La première chose qu'il faut savoir, que dès lors qu'il y a la compétence, plus personne ne regarde à votre ethnie. Ça fait bientôt 2 ans que nous collaborons ensemble. Je ne connais pas vos ethnies. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous faites, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous faites bien votre travail ou pas. Donc, il s'agit de cela. Quand la compétence est mise en évidence, personne ne regarde à l'ethnie. Vous imaginez l'équipe nationale de football. Dès lors l'équipe nationale de football produit des résultats, personne ne va regarder le poste occupé par quelle ethnie. Mais dès lors l'équipe nationale commence à ne pas avoir de résultats, on va de défaite en défaite, on commence à se poser des questions et généralement, on va poser la question la plus facile et la plus... celle qui va beaucoup faire parler sur les réseaux sociaux. C'est il est de quelle ethnie celui-là? Pourquoi on n'a pas mis celui-là? Donc la critique vient là. Alors la compétence, c'est facile. Mais le véritable problème avec la compétence et avec la provincialisation des fonctions, le véritable problème, qui est un seul problème, c'est que personne ne rend compte. Et si on ne rend compte, on ne se sent pas obligé de travailler. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ça a persisté durant toutes ces années? Ça a persisté parce que personne ne rend compte. Très bien. Vous avez des administrations, personne ne rend compte. C'est-à-dire, si le chef ne t'interpelle pas, tu ne rends pas compte. Il n'y a pas non plus de représailles. Si personne ne rend compte et qu'il n'y a pas de représailles, comment faire? Donc, du coup, on continue dans la malice. Et s'il n'y a pas de véritable organisation de bouclier sur la manière que l'on fonctionne, s'il n'y a pas de sur la personne à qui on donne la possibilité de gérer une administration publique ou parapublique et qu'on dit voici le challenge qu'on te donne, dans 2 mois, dans 3 mois, voire dans 6 mois, voici les résultats qu'on attend. Et ces résultats doivent être évalués non seulement par le conseil d'administration, mais aussi par le Parlement et ce qui va avec. À partir de là, on va rester sur les résultats et sur la performance. Mais dès lors on ne rend pas compte, malheureusement, on va se retrouver là où chacun va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et éviter la provincialisation des fonctions. Léon Babinko, on a réussi. On a réussi, Ali Bongo Niba a essayé. Mais je crois fermement qu'Olivier Guéma va réussir parce que c'est une question de décision. Pour éviter que tout le monde se fâche, il suffit de faire un turnover. C'est-à-dire, si on a décidé que cette année ou ces 2 ans, tel ministère occupe par telle personne, quand on remanie le gouvernement, on essaie de revoir. Mais tout ceci aussi, c'est de voir si réellement quelles sont nos ambitions. Si le président de la République, comme il a parlé clairement, a parlé de planification, si dans sa planification, l'ordre politique ne suit pas, écoutez, il travaille avec l'ordre administratif tout en excluant les personnes politiques, parce qu'il ne faudrait pas croire qu'ils deviennent prisonniers du parti politique qui, lui, aura ses objectifs à atteindre. Alors, ce qui est clair, c'est que nous pouvons avancer si la décision de Guy reste ferme. Et cette décision, on va la regarder, on va l'observer quand le remaniement sera fait. Et quels sont les outils, justement, vous parlez de turnover et d'ordre à respecter. Est-ce que c'est ça les outils qu'il faut pour réellement y arriver? Nous avons des habitudes culturelles qui sont assez difficiles. Je prends un exemple assez simple. Si vous êtes Nzebi et que pendant 15 ans, votre administration est gérée par que les Nzebi, vous comprendrez qu'on le veuille ou pas. C'est culturel. Ce n'est pas méchant. Je répète, ce n'est pas méchant, c'est culturel, c'est chez nous. D'accord. Votre administration sera remplie d'Nzebi. Parce que vous, en partant, votre famille vous mettra la pression de mettre des gens. On envoie un autre Nzebi, on mettra encore la pression pour mettre les gens. Parce que si vous ne mettez pas les gens dans votre administration, les premières personnes qui vont vous condamner sont votre famille, sont votre groupe ethnique. Et parfois, vous recevez aussi l'influence de l'extérieur. Donc, vous avez tout ceci, vous êtes obligé de faire pour avoir en quelque sorte la paix politique et la paix administrative. Donc, si pendant 10 ans ou 20 ans, il n'y a que les gens de votre groupe ethnique qui occupent cette fonction, on va se retrouver avec 80% de vos salariés qui sont de ce groupe ethnique parce que, en réalité, il n'y a que ce groupe ethnique qui occupe l'administration. Ce n'est pas méchant. Je répète que c'est culturel chez nous. Et ce sont ces habitudes culturelles chez nous qui, en réalité, freinent la République. Très bien. Donc, la République doit être au-dessus des habitudes culturelles. Et c'est la raison pour laquelle Brice Oligui l'a rappelé, la géopolitique, c'est fini. Et se dire aussi à ces personnes, ce n'est pas parce que vous êtes là
que vous faites avec les vôtres ne sont pas que tout le Gabon. Il faut faire avec tous les Gabonais ici présents. Tous les Gabonais, vous faites bien donc de parler de cela parce que dans la même veine, le président de la République a appelé à œuvrer collectivement à la construction d'une démocratie gabonaise soucieuse de liberté, de pluralisme et de responsabilité. Est-ce qu'on peut alors dire que c'est là en fait où se trouvent les limites de la géopolitique, c'est-à-dire comme frein à la démocratie et comme gangrène de la société finalement? Exact. Si je ne me sens pas inclus, si je suis exclu de la gestion de l'administration, naturellement, le revers ou le regard que j'ai, le regard culturel va prendre le dessus. La première chose que je vais chercher, ce n'est pas est-ce que c'est compétent ou pas. C'est pourquoi ce monsieur ne fait pas avec moi. Et que je remarque que 2 ou 3 fois, il ne fait qu'avec les siens. Je porte ce message en disant, il ne fait qu'avec les siens. Et si je pense qu'il ne fait qu'avec les siens, dans mon petit groupe ethnique, d'autres dans leur groupe ethnique vont penser qu'effectivement, il ne fait qu'avec les siens. Qu'est-ce que ça crée derrière? Ça crée de la division, ça crée de la tension, ça crée de la méfiance. Ça fait en sorte que je regarde les autres en chaîne de faïence. C'est-à-dire que je n'ai plus confiance à d'autres groupes ethniques parce que je me dis c'est votre personne qui est là. On attend juste quand il va partir en espérant que l'un des nôtres revienne. Et là, on entretient quelque chose de pas bon. Alors, quand on se retrouve dans une administration où tout le monde se sent concerné, quelle que soit la personne qui a la tête, et que la personne qui a la tête ne regarde pas au groupe ethnique, mais regarde à la performance, personne ne va trouver chose à redire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut revenir sur la performance, sur les résultats et sur l'évaluation également des personnes que nous mettons à la tête des administrations. Justement, Arnaud Lilian Dili, quels sont précisément les mécanismes à mettre en place? On va quand même rappeler à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas gabonais que le Gabon, désormais dans la 5e République, comme on aime bien le dire, est passé quand même d'un régime présidentiel où le président est en même temps aussi chef du gouvernement. Donc, il a pris un certain nombre de décisions, mis en place un certain nombre de procédés pour faire en sorte que l'administration soit efficace et qu'on puisse se rendre compte, comme vous le dites. Mais dans l'absolu, ces réalités culturelles dont vous parlez, elles sont quand même fortes. Ce sont des années en arrière que nous sommes en train de traîner. On en vient dit presque 65 ans de pesanteur culturelle que nous traînons. Est-ce que demain, on peut se retrouver avec un Nzebi qui serait, je ne sais pas moi, maire d'Ouyem? D'abord, vous savez que pour ce qui est des collectivités locales, il est difficile de dire vous avez trouvé un Nzebi à la mairie d'Ouyem. Pourquoi? La mairie d'Ouyem est constituée à 90%, voire 94% des femmes. Et l'autre y vit. Donc, pour avoir un maire là-bas, il faut que cette maire soit sur une liste. Et que cette liste-là soit soutenue. Donc, on ne nomme pas un maire. Voilà. Donc, la réalité, elle est celle-là. C'est en fonction des communautés et des collectivités. Donc, si vous êtes dans un environnement, alors que si vous allez à Port-Gentil, il est fort possible de trouver un jour un maire Nzebi. Parce que la communauté Nzebi, et pour nous, est très présente dans le programme maritime. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Dans le Goué-Vindo, vous ne pouvez pas trouver un maire pour nous, parce que la communauté pour nous est extrêmement faible là-bas. Vous avez des quotas, vous avez des fonds, vous avez les gens les plus proches même, c'est les gens du Wellington. Du coup, vous voyez que à l'Interland, c'est beaucoup plus difficile, du simple fait que les communautés d'autres provinces ne sont pas représentatives au niveau où ils peuvent changer l'appareil politique. Alors, quand il s'agit du grand Libreville, c'est toute une autre paire de manches. À Libreville, tout le monde est présent. Et à partir de là, c'est là où vient le jeu, maintenant, c'est là où vient le jeu politique. Parce que c'est de dire on met qui. Parce que généralement, il y avait un contrat tacite entre les Mienais et les Fonds à la mairie de Libreville. Fonds de l'Estuaire, pour préciser. Fonds de l'Estuaire et les Mienais de l'Estuaire. Ça alternait, c'était un contrat non écrit, mais un contrat quand même. Et aujourd'hui, il est question de regarder ce contrat et de dire à quel moment nous devons revisiter ce contrat. Et ce contrat passe aussi par un nouveau contrat social, celui de dire, un nouveau contrat politique, celui de dire nous ne pouvons plus continuer à travailler avec cette logique. Pourquoi? Parce que cette logique a permis à ce que nous nous retrouvons à la mairie de Libreville, où quand un Mienais est à la tête, l'administration est remplie, des fonctions sont remplies que par des Mienais, et les conseillers sont plus Mienais, et quand c'est le tour d'un fonds, on enlève les Mienais, on remet les fonds. Donc cette ambiguïté a permis à ce qu'au lieu qu'on travaille pour l'institution, on a travaillé pour les siens. Et l'institution se retrouve freinée parce que généralement, comme on le dit, il n'y a pas de compte à rendre. Maintenant, si je peux me permettre un conseil au président de la République, ça a marché ailleurs, ce que je vais donner.
Il s'agit aujourd'hui de donner un cahier de charges à toutes les personnes susceptibles d'avoir une fonction. Et ces personnes-là, dès lors sur cahier de charges, dès lors ne rentrent plus dans le cahier de charges et les performances à atteindre, ces personnes sont simplement et purement virées de leur fonction. Avant de nommer un ministre, et que la personne intérieure pour dire je vais occuper cette fonction de ministre, chef du gouvernement, donc garant de ce gouvernement. Vous dites à cette personne, qu'est-ce que vous voulez apporter à ce ministère? Et dès lors, vous faites une feuille de route bien établie, bien écrite. Cette feuille de route doit être validée par le Parlement, parce que le Parlement doit comprendre les enjeux, les textes qu'ils vont devoir signer. Dès lors, le Parlement a dit, nous validons la feuille de route de ce monsieur parce que nous pouvons l'accompagner en matière de textes, etc., etc. Le Parlement valide. Le président de la République regarde, valide, tu signes. Un directeur général, on te nomme, on te dit voici ce qu'on attend de toi d'ici 6 mois, 8 mois, 10 mois, voici la performance que tu dois avoir, voici le cahier des charges, voici le nombre de personnes que tu dois embaucher au maximum, etc. Écrit, signé. Et à chaque fois, on regarde là-dessus. Le respect du processus. Dès lors c'est fait, je vous assure que tout le monde va se mettre au travail. Mais si je sais que je ne sais pas évaluer et qu'il suffit, comme on m'appelle au téléphone, comme vous avez vu, il y a des ministres qui parfois ne rendent même pas compte directement au vice-président chef du gouvernement, mais appellent directement le président, ce qui n'est pas une bonne chose. On va se retrouver là où, comme personne n'est évalué, chacun fait ce qu'il fait et les habitudes culturelles vont revenir. Il faudrait donc que ça change. Il y a Missouk Patron qui dit bien et Kevin Jean Igneyo qui dit j'affirme, c'est vraiment un message fort en parlant du message du président de la République. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce message constitue également une manière de donner le temps en ce qui concerne donc les échéances à venir? Mais le président de la République a eu quelque chose de magnifique. Pour ça, il faut quand même il faut féliciter. Parce que c'était un sujet où personne ne voulait en parler. Personne. Dès lors, on parlait de la progression des fonctions, personne ne voulait en parler. Il a remis sur la table un sujet chaud. Il a remis un sujet tabou, un sujet où personne ne veut parler. Il dit non, il faut que ça cesse. Il faut remettre ça sur la table, il faut qu'on en parle. Et le simple fait de dire ça, c'est de dire que ça rongeait déjà la personne qui est quand même dans les entrailles du pouvoir depuis longtemps. Il connaît ce que ça a apporté comme frein au développement de notre pays. Mais est-ce qu'il a seulement remis le sujet sur la table? Il a clairement dit que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc c'est dire qu'il comprend le bien fondé de ce que d'avoir une république forte. Parce que si on continue sur la provincialisation des fonctions, sur l'ethnopolitique, l'ethnocentrisme, nous aurons une république faible, un État faible. Il n'est pas question d'avoir un État faible, une république faible. Il faut un État fort. Et l'État fort, c'est de dire j'oublie mon ethnie quand il s'agit du travail, quand il s'agit de la République. Je me concentre sur ma nation pour qu'elle soit forte. Et ensuite, je regarde maintenant à mon ethnie. Je ne peux pas faire l'inverse. Et pendant longtemps, on a cru qu'il fallait d'abord asseoir les siens afin de pouvoir s'asseoir politiquement. Il faut d'abord asseoir la République afin de pouvoir s'asseoir. Arnaud Lilian, justement, je vais revenir un petit moment sur ce que vous avez dit sur les process dont on a parlé, regarder, évaluer, donner un cahier des charges, etc. Est-ce qu'il ne faut pas ajouter justement aussi dans ce cahier des charges on va dire un quota de personnes que vous pouvez amener qui sont de la même ethnie que vous. Parce que quand vous proposez quand même votre cabinet, on voit quand même les noms que vous avez inscrits dessus. On peut quand même vous demander, là, il n'y a que des fonds. Est-ce que c'est... C'est là où on doit intégrer, en réalité, j'avais rédigé un projet dans ce sens-là. C'est là où on doit prendre ce qu'on appelle l'intelligence décisionnelle. D'accord. En matière d'intelligence décisionnelle, cela doit intégrer. J'avais demandé à ce qu'on mette en place une direction générale d'investigation stratégique. Okay. C'est celle-là qui veille à ce que la décision du président prise, eh bien, votre quelle charge est respectée à travers ces personnes qui vont veiller et qui vont faire un rapport direct au président de la République si finalement vous suivez le canevas du président de la République ou pas. Et ensuite, dans votre cabinet, quand vous voulez faire nommer les gens à vos cabinets, ça passe par un tamis. Il y a des lois qui sont non écrites. On n'est pas obligé d'écrire. Mais qui sont contre. Est-ce que c'était écrit quelque part qu'il fallait un maire de l'estuaire, fond de l'estuaire? Ce n'était pas écrit. Donc, loi tacite. Donc, pour ça, il faut une certaine intelligence. Et les agents d'intelligence ont pour objectif de regarder et de veiller à tout ça et de rappeler à l'ordre ces personnes qui ont l'envie de saper, j'ai envie de dire, la République au détriment de leur appartenance culturelle. Donc, il faut associer non seulement l'appareil d'intelligence, mais aussi la réalité sur les décisions politiques et administratives pour dire pourquoi dans ton administration, tu as 22, j'ai envie de dire, je dis n'importe quoi, tu as 22 directions générales dans ton administration. Pourquoi dans les 22 directions générales, il n'y a que 3 groupes ethniques qui se retrouvent? Est-ce qu'il n'y a pas de compétences ailleurs? Est-ce qu'il y a une volonté manifeste d'exclure les autres?
Est-ce que ce n'est pas finalement le Gabon que tu ne veux pas qu'il soit uni? C'est de regarder tout ça. Donc on ne peut pas faire sans la provincialisation des fonctions, mais il faut que cette provincialisation des fonctions soit représentative, de telle sorte que personne ne soit blessé et que personne ne se soit exclu. Par contre, il faut lutter contre l'ethnocentrisme des fonctions. C'est là où il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut aussi parler donc de l'appartenance aux religions? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une migration, une sorte de migration. Lorsque ça favorise d'être chrétien, on devient chrétien. Lorsque ça favorise d'être musulman, on devient musulman. Est-ce qu'on peut dire que tout cela aussi fait partie de l'ethno-politique? Non, en réalité, là, ça fait partie des réseaux. Parce qu'en politique, il y a plusieurs réseaux. Vous avez le réseau, comme on le dit, tous les amis du roi ne sont pas au palais. Soit vous appartenez au réseau des amis du roi qui ne sont pas au palais. Très bien. Soit vous appartenez au réseau officiel. Le réseau officiel du président de la République, ce sont partis politiques. Soit vous appartenez au réseau officieux qui peuvent être la religion. Donc ça peut être l'islam, ça peut être la chrétienté, ça peut être le bouddhisme. Donc ça, ce sont des réseaux qui maillent autour du pouvoir. Et généralement, les gens qui arrivent ou qui accèdent au président de la République viennent à travers ces réseaux-là. D'accord. Voilà, merci donc Arnaud Lilion-Billier d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.